D'accord. Donc là, quand je parle, tout le monde m'entend. Oui, ok. Alors bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette interview de Thomas Munier. Si ma caméra commence à trembler, tout va bien, vous inquiétez pas. C'est Donc l'émotion. bonjour Thomas. Voilà, c'est l'émotion. C'est t'as vu On ça? est 1 heure avec toi. On va parler de tout un tas de choses. Ça va être grave cool. Mais avant de commencer, je tiens à faire des petits remerciements parce que moi, c'est mon seul passage en live, donc j'en profite. Donc, je tiens à remercier tous les gens dans le staff de la Cyberconv, que ça soit donc les orgas comme Tenebus et Tali. Je tiens à remercier également Atlas tout particulièrement parce que là, elle est dans le backup de la régie pour nous permettre de stream. Et je remercie aussi l'équipe com, voilà, parce que c'est ma team. Donc Boulash et Nouchka, et évidemment tous les membres du staff de tous les pôles. Et je tiens évidemment à remercier Thomas Meunier qui nous a fait le plaisir d'accepter une interview. On va pouvoir parler un peu de tes projets à venir, de ta vision du jeu de rôle, de la création. Mais tout d'abord, je te laisse te Mhm. présenter, Thomas. Salut Tapis, merci beaucoup hein, pour cette petite entrevue, hein, c'est beaucoup d'honneur. Qui suis-je? Donc je m'appelle Thomas Meunier, je suis père au foyer, je suis également auteur de jeux de rôle et de GN. Et pour finir, j'ai un blog qui s'appelle outsiderart.blog. Qui en fait, il y a pas mal de choses dedans et il va y avoir notamment, des articles, de game design rôliste, hein, des articles de théorie rôliste et puis, par le passé, mais bon, ils sont toujours présents, il y avait pas mal d'articles sur la créativité. Donc voilà, c'était plus général, ça parlait pas uniquement de jeux de rôle, quoi. Voilà, voilà. Ok, très bien. Et donc, l'un des piliers dans ta création, pour bien comprendre pour parler le Thomas Meunier, c'est Milvaux, si j'ai bien compris. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est en grosse partie ça. Est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ce qu'est Milvaux, les nombreux jeux que tu as créés par rapport à Milvaux, Ouais. et voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, quoi. Bah, effectivement, Milvaux, c'est l'univers principal, dans lequel je crée. En fait, c'est notre monde, après un cataclysme, donc le monde est en ruine. Il y a plus de civilisation, il y a plus de TikTok, Twitch, tout ça, ça existe plus, quoi. La forêt a tout envahi, il y en a partout. L'oubli nous ronge, c'est-à-dire que les gens perdent la mémoire, donc ça touche essentiellement, la mémoire, émotionnelle. Il y a d'autres phénomènes aussi un petit peu, embêtants, ou pas d'ailleurs, ça dépend, comment on voit les choses. Il y a l'emprise qui est, un phénomène mutagène qui transforme les êtres et les choses, donc qui va un peu mélanger les règnes humains, animaux, végétaux, minéraux, enfin voilà, c'est le bazar, quoi. Il y a, l'égrégore. L'égrégore, en fait, c'est une trame psychique qui est faite de nos peurs, de nos émotions, de nos croyances et qui va, en fait, créer des phénomènes surnaturels, malgré nous, quoi. Donc, si s'est passé des trucs un peu, intenses dans une maison, bah, ça va devenir une maison hantée, par exemple. Et puis, pour finir, il y a les Horlas, qui sont des créatures qui ne sont, ni humaines, ni animales, mais qui sont pourtant sentientes et qui sont, le fruit, en fait, de l'emprise et de l'égrégore, quoi. Donc voilà, ça, c'est le la description, rapide de l'univers et la particularité, c'est que j'ai fait plusieurs jeux de rôle en fait, dans le même univers. Il y en a vraiment beaucoup, je vais certainement pas tous les détailler, par le menu quoi. Dans l'idée de, avoir un petit peu, plusieurs salles, plusieurs ambiances quoi, hein. Ça a été mon approche, les plus connues. Je dirais que le plus connu, c'est sans doute, Influenza, où on joue des héros, des salauds et des martyrs, dans l'enfer forestier de Milvaux. Alors, moi, je vais revenir sur 2 points qui est très important parce que, bon, là, on vient d'énumérer les axiomes de l'univers de Milvaux. Donc, tout le monde n'aura pas forcément tout en tête et c'est pas grave. Mais moi, le premier truc dont je veux te parler avec toi, c'est justement cet aspect univers axiomatique. C'est un univers très émergent, Milvaux. Pourtant, tu as beaucoup travaillé dessus. Il y a beaucoup de masse de connaissances à découvrir sur Milvaux.
mais à chaque fois qu'on rentre dans le niveau, on a la possibilité de créer au sein de cet univers et de le respecter si à partir du moment où on respecte les axiomes. Est-ce que je me trompe ou ça te va comme description? Bah, c'est à peu près ça, pour, expliquer un peu plus, la description que je vous ai faite de l'univers là tout à l'heure, c'est un peu une description, minimale, dont on pourrait se satisfaire en fait, pour jouer. Après, bah, tu vas utiliser des jeux, soit les jeux officiels Milvaux qui vont te fournir des mécanismes, pour évoluer là-dedans, soit tu peux utiliser tes propres jeux, tu peux utiliser Donjons& et Dragons si tu veux, tu es libre quoi. Hem et donc du coup, tu vas déployer ces axiomes, tu sais que tu vas mettre de la ruine partout, tu vas mettre de la forêt partout, tu vas mettre de l'oubli partout et ainsi de suite, quoi. Donc et en fait, quand on y réfléchit bien, et bien ça va créer des situations, quoi, et donc dès que tu sais pas quoi faire, tu vas mobiliser l'un ou l'autre des axiomes et ça va créer des spéculations, des situations. Après, il y a toujours moyen de mobiliser plus, l'univers. Tu as des règles un petit peu, qui pourraient s'appliquer tout le temps. Par exemple, le salut mémoriel, c'est quand on rencontre quelqu'un, on lui dit, «Tout est lié» et on se présente, on explique c'est quoi son histoire et c'est une façon de se rappeler qui on est les uns les autres. Donc c'est des automatismes comme ça qu'on peut mettre en place ou alors, quand on tue, un humain, un monstre ou un animal, eh bien, on peut avoir, un choc mental, une espèce de contre-choc, qui varie d'intensité selon les personnes et surtout, on obtient, un souvenir de la personne donc du coup, on accède à une part de son intimité et également, parmi les automatismes qu'il y a, c'est qu'il faut, faire, des rites funéraires à la personne qu'on a tuée. Parce que, si on laisse un cadavre en fait, sans rite funéraire, il peut revenir sous forme de mort-vivant. Bon, là, c'est un peu l'étape 2, hein, qui est tout à fait facultative, hein, c'est juste pour montrer comment ça se déploie. Et puis après, il y a aussi, carrément tout un univers, prescrit, plus classique avec des livres, d'univers, donc voilà, plus comme on a l'habitude, quoi. Mais là, après, c'est pareil, c'est toujours l'idée, c'est de picorer dedans et on n'est pas obligé de respecter à 100 loin de là. On n'est même pas obligé de le lire, vraiment. Par exemple, j'ai un jeu, qui s'appelle Nervure. C'est, à la fois un jeu de cartes, mais ça peut aussi être, j'essaie de vous le mettre dans le chat. Ça peut aussi être, il y a une application, en fait, en ligne et ça va générer des petits bouts d'univers comme ça, des petites infos, qu'on va picorer et donc c'est très pratique, pour improviser sans, tu arrives, tu connais pas du tout l'univers à la base et puis tu vas utiliser ces tables aléatoires et puis ça tu vas sortir comme ça de l'univers, quoi. Alors, comme vous pouvez le voir, l'univers de Tonomini est très dense, hein, il y a beaucoup de choses à décrypter. On pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais on n'en a malheureusement qu'une heure. Je reviendrai sur des choses importantes qui sont justement des thèmes récurrents au sein de Milvaux. Voilà, tu parlais justement de la question à l'animal, etc. Je pense qu'on en reparlera juste après. Mais je pense qu'il y a une curiosité de la part des gens quand ils découvrent ton travail, Thomas, c'est qu'en fait, il y a plein de jeux sur le même univers, il y a vraiment beaucoup. Et pour des rôlistes qui aiment bien l'aspect système générique, ils se posent peut-être des questions sur mais d'où est l'intérêt de créer 18 jeux sur le même univers? Mmh. Est-ce que c'est lié au système Matter? Je sais que toi, tu as travaillé sur une théorie qui s'appelle les joueuses d'Oz Matter aussi. Mmh. Donc voilà, est-ce que ce serait peut-être le bon moment d'en toucher un mot? Ouais, il y a plusieurs explications, hein, la première, c'est juste que c'est fait sans calcul et parce que, il y a l'envie qui Pour le vient de faire plaisir. plusieurs jeux et puis voilà, quoi. Hem, l'autre, l'autre explication, en fait, c'est que, l'idée pour moi, il y a plein de profils de tables et de profils de joueuses, différentes, qui n'ont pas les mêmes attentes, la même façon de jouer au jeu de rôle et qui ne veulent pas les mêmes choses et donc par conséquent, je voyais pas comment c'était possible de faire un jeu unique qui plaise à toutes les tables. Enfin, c'est juste pas possible, à mon avis, quoi
Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire, en fait, grosso modo, à faire un jeu par chapelle, rôliste, quoi. Donc Influenza, c'est vraiment le jeu pour les narrativistes, hardcore. Influenza Minima, ben, on parle de l'atomistique, Influenza Minima, c'était un jeu à la fois pour les fans de freeform parce qu'il y a quasiment pas de règles, enfin, c'est vraiment que de la narration, quoi. Les règles qu'il y a, ce sont des règles dans la narration, c'est pas des et puis, également, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle, un jeu moral. Donc les jeux moraux, c'est des types de jeux de rôle où on va, mettre l'accent sur les questionnements moraux, sur les dilemmes moraux, les positionnements moraux des personnages. Donc pas tout le monde qui aime jouer comme ça. Donc j'ai fait un jeu qui est vraiment spécialisé là-dedans pour ceux qui aiment jouer comme ça. Et il y a d'autres jeux Milvaux où la question morale elle est beaucoup moins traitée, quoi. Bah, j'aime bien aussi, l'old school Renaissance, donc j'ai fait un jeu, qui s'appelle Écorce, qui est old school Renaissance, et puis, bon, ainsi de suite, j'ai déroulé un petit peu toutes les scènes que j'ai pu rencontrer, j'ai découvert le bac à sable du quotidien, donc du coup, j'ai fait un bac à sable du quotidien et ainsi de suite, quoi. Et donc c'est à la fois, un découpage par école de jeu et on peut dire qu'il y a un découpage effectivement, comme tu parlais de l'atomistique, il y a un découpage selon l'atomistique, donc on va très rapidement, définir c'est quoi l'atomistique. L'atomistique, c'est une façon de découper le jeu de rôle et même le jeu de rôle, en général selon 4 priorités, différentes. Donc il y a en fait, le jeu tactique. Donc voilà, c'est jouer pour la gagne, pour développer des stratégies, que ce soit en coopération ou en compétition. Il y a le jeu esthétique qui est plus pour, explorer un univers, raconter une belle histoire, un peu plus sur le côté presque artistique de la chose, quoi. Il y a le jeu moral que j'ai expliqué tout à l'heure, donc on va explorer, des positionnements moraux, des dilemmes moraux, plus Des c'est quelque chose dilemmes, de ouais. plus, psychologique. Et il y a le jeu social qui est plus, concentré en fait, sur les joueuses que sur la fiction en elle-même, qui est plus des jeux pour être ensemble, pour se découvrir, tout ça. Je prétends pas que j'ai fait de beaucoup de jeux, sociaux, c'est pas trop ma came. Mais par exemple, pour le jeu esthétique, Inforenza, c'est totalement ça. C'est vraiment pour, déployer du canon esthétique, des histoires, un peu ouf et tout. Et puis pour le jeu tactique, bah, c'est pour ça notamment que j'ai fait, pas que pour ça, mais que j'ai fait des jeux old school Renaissance et des jeux qui mettent un peu plus l'accent sur la tactique. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que j'ai jamais vu ces atomes comme étant des choses qui s'auto-excluaient, quoi. Par exemple, si on prend l'OSR, moi je trouve qu'il y a un côté esthétique quand même qui est fort, dans le sens où on va un peu émuler une façon de jouer, nostalgie, comme on était censé jouer avant, on se met dans une ambiance. Il y a des travaux qui sont aussi assez forts sur l'ambiance. Donc, je pense pas, en tout cas, bon, la façon dont je pratique, l'old school, c'est pas uniquement, faire du porte mon trésor, résoudre des défis. Il y a vraiment un travail sur l'ambiance qui est assez ciselé au final. Bah, je vais juste revenir vite fait sur l'OSR. Effectivement, donc moi je connais un peu ta théorie, voilà, je l'ai un peu travaillé, l'atomistique. On peut se dire que l'OSR, en fait, il y a une grosse part esthétique parce que la mécanisation, elle passe par la description. En fait, les joueuses, elles décrivent de ce qu'elles font et du coup, c'est de l'esthétique parce que la description est vachement poussée. C'est un style de narration, quoi, qui est donné par la mécanique. Bon, Mmh. ça étant dit, moi je veux revenir sur deux choses qui viennent de se passer. C'est donc Thomas Millier, tu as un Tipeee ou peut-être un Utip, je ne sais pas si ça a évolué depuis, C'est un Tipeee pour pour le qu'on moment. puisse Mmh, voilà, mmh, mmh. pour qu'on puisse soutenir ton travail. Allez-y, ce serait top. Et sur ton Tipeee, tu te présentes comme étant père de famille en premier, concepteur de jeux. Alors, je crois que c'est artisan des univers imaginaires. Oui, oui. Je peux aussi Comme on vient réparer de des le mobylettes voir, si vous voulez. ouais, mais alors du coup, comme on vient de le voir, en fait, voilà, donc on a vu ton fils qui a fait un petit coucou, voilà, pour les gens les plus attentifs. Donc c'est une part importante dans ta vie en tant qu'homme, je pense, mais également en tant que créateur. Tu te décris toujours dans cette façon, et j'ai l'impression que justement c'est important pour toi. Est-ce que, au tout début de la présentation, tu l'as fait d'ailleurs, est-ce que tu veux nous en toucher peut-être deux mots avant qu'on passe à la suite? Oui, bah, rapidement, disons que,
J'ai un engagement dans mon travail d'auteur qui est, d'une certaine façon, politique parce que je suis un petit peu, entre guillemets, bah, j'ai eu quelques difficultés personnelles avec le métier, d'auteur tel qu'il se conçoit habituellement où en fait, c'est, tout simplement très peu rémunérateur quoi, je suis désolé de vous le dire, mais c'est vrai quoi, à part, quelques, grosses têtes d'affiche, qui arrivent à sortir l'équivalent d'un salaire, c'est assez difficile. Bon voilà, il s'agit pas de jeter la pierre sur qui que ce soit, hein, c'est pas le souci, on n'est pas là pour ça. Mais du coup, il y a eu un moment, il y a eu une sorte de ras-le-bol en ce qui me concerne qui fait que j'ai préféré dire: «Bah, puisque c'est comme ça, je vais tout faire gratuit, et ça va pas être un métier, quoi». Mmh. Et donc jusqu'à présent, je m'en suis tenu. Là, ça va bientôt faire 7 ans que je suis à la maison, et que voilà, c'est toujours gratuit. Donc il y a effectivement un compte, il y a quand même un compte Tipeee, c'est-à-dire que vous pouvez donner, mais c'est un compte, sans contrepartie. Ça veut dire que concrètement, c'est juste que vous soutenez le fait que je fasse des trucs, et après c'est complètement random ce que je vais faire, quoi. Vous pouvez pas vraiment, Mmh. agir sur ce que je vais faire exactement, quoi. Mais par ailleurs, effectivement, voilà, ma contribution, ben, j'ai j'aimerais qu'on dans cette époque un peu capitaliste, on se concentre sur ce que font les gens, qui est pas forcément monétisé, mais qui a de la valeur, quoi. Donc, que ce soit, bah, voilà, faire de l'art, gratuitement, que ce soit, élever un enfant, voilà, pour moi, c'est des choses qui méritent d'être valorisées, qui, je pense, le sont pas beaucoup, quoi, enfin, tu as une à part peut-être en réputation si tu veux, quoi, mais bon, voilà, quoi, Heu, après, en théorie, la vie étant ce qu'elle est, je suis pas forcément, maître de mon destin à 100 et concrètement, je vais pas pouvoir continuer, d'être bénévole, longtemps, Bah oui. parce que, du fait, il se trouve que du coup, même si j'essaye de très peu dépenser, bah, je suis pas non plus un pur esprit, donc ma vie coûte de l'argent pour le moment, c'est uniquement mon épouse qui contribue du coup, enfin, voilà, j'ai 100 € par mois de Tipeee, mais vous avez bon, c'est vite, dépensé, quoi. Ouais. Donc à part ce revenu-là, le revenu du foyer, c'est seulement mon épouse qui pourvoit, donc maintenant ça fait 7 ans que c'est comme ça. Donc a priori, à partir de septembre prochain, je vais changer mon fusil d'épaule, je vais essayer de fournir un revenu quoi, parce que je pense qu'il est temps de passer la main à ce niveau-là. Bah, J'ai pas trop le tu choix donné quoi. quand même 7 ans, hein, et Voilà, c'est ça, connaissant, c'est un peu l'idée quoi. alors moi je tiens à vous préciser, si vous avez du temps, croyez-moi que Tom Media a de la ressource pour vous. Parce que sur ton site, donc Oui, oui, Outsider, vous pouvez vous occuper tu sors unique quasiment tous les là-dessus. jours. Ouais, tu sors quasiment tous les jours ou les 2 jours un texte à lire. Donc ça peut être un Mmh. retour de partie, ça peut être un article théorique, etc. Donc il y a quand même énormément de travail qui est fourni par toi et tu l'as fait pendant des années sans forcément attendre de retour d'un point de vue financier. Donc, quand même, tu auras fait quand même une grosse part, bien plus qu'un tout un tas de créateurs de jeux. Hein. Bon, je dis ça même si c'est pas une compétition. Non, Moi, non, j'aimerais puis, revenir un peu. Oui, nul n'est tenu d'offrir ses œuvres. Moi, j'ai aucun problème oui, bien avec le sûr. fait, de vendre mes œuvres et puis c'est ce que je vais faire à partir de l'année prochaine. L'idée, c'est que juste pour, fermer cette parenthèse, à partir de l'année prochaine, ce que je vais essayer, c'est, tout simplement de sortir des souscriptions et donc de sortir des livres, pour essayer de tirer un revenu de là, peut-être aussi travailler avec des éditeurs. Je ne sais pas si financièrement ça va être, très rentable, on va bien voir. Après au moins ça me bottera le cul aussi pour sortir des livres, donc je pense que ce sera quand même une bonne chose. On va voir ce que ça va donner on va essayer cette formule-là pendant une certaine période, puis après je ferai à nouveau un bilan quoi, mais grosso modo, c'est un peu la ligne directrice, voilà. Parce que, alors, bah, j'aimerais qu'on retraite le sujet justement de la diversité au sein de ta création. Après, on parlera de l'altérité. Mais juste au passage, tu parlais de motivation à la création. C'est quelque chose que tu as beaucoup traité. Parce que, étant, tu vois, auteur à la maison et te consacrant pleinement à cette tâche avec aussi ton enfant à gérer, c'est
un gros travail sur toi que tu as fait passer, je trouve, parce qu'on en a souvent discuté, de savoir comment on gère une motivation. Et je pense que il y a plein de créateurs, que ce soit des auteurs de jeux ou des artisans sur tout un tas de choses, qui seraient vachement intéressés par justement, c'est quoi ton discours que tu as sur la motivation, justement. C'est c'est un super grand débat. Qu'est-ce que Ouais. je pourrais dire en premier lieu? Bah, en fait, c'est parti d'un constat personnel, c'est que, en fait, créer, c'est pas si facile que ça, même quand on est passionné, et je pense l'être. Il y a plein de choses qui vont nous freiner à créer, des choses extérieures, notamment le fait que ce soit pas toujours très valorisé dans notre société, et puis des freins bien sûr intérieurs, la flemme, étant très bon frein, hein, clairement, ça se pose là comme frein, quoi. Mais également, l'addiction, enfin diverses addictions, telles que l'addiction réseau, enfin des choses comme ça qui font que Ah bah ouais. ou à Netflix, qui font que voilà, vous êtes motivé, mais vous n'arrivez pas à vous y mettre. Et après, moi, j'ai essentiellement bossé sur le frein de légitimité. C'est-à-dire le fait que les personnes se sentent pas légitimes à créer, ne pensent pas que ce qu'est leur univers intérieur soit si notable, que ça mérite d'être voilà, d'être exprimé au grand jour. Ça a été vraiment mon axe principal. Et donc, après, il y a aussi l'axe méthodo-organisation. Bon, je sais pas si on en parlera, mais il y a aussi un petit peu ça. Mais sur la légitimité, c'est vraiment là où j'ai le plus bossé. Et grosso modo, il y a une série d'articles qui s'appelle La Révolution créative. Donc, sur le blog, il y a des tags La Révolution créative. J'ai essayé de vous trouver ça. Ben, c'est pas facile de trouver en même temps que discuter, mais j'essaierai quand même. Waouh, ou sinon vous pouvez aussi chercher de votre côté sur le blog d'Outsider en vous Bon perdant un peu. courage. Vous pouvez Vous tomber êtes sur à des, 2 sur des sur le terrain. pépites. Euh, Ouais. Mais grosso modo, ouais, j'ai vraiment bossé sur la légitimité. Puis le constat, c'est qu'en fait, enfin, vraiment, il faut qu'un maximum de gens se sentent légitimes, et c'est même, la théorie qui est un peu développée, c'est que, l'expression de tout un chacun, de chaque personne est nécessaire, en fait, à l'humanité dans sa globalité, au développement, en fait, pas de notre potentiel personnel, mais surtout, finalement, du potentiel du monde, quoi, et que clairement, plus les idées, navigueront, librement, pourront s'hybrider les unes avec les autres, et on en sortira tous, grandis au final, quoi. C'est un peu voilà. l'idée, quoi. Alors moi, j'ai une blague récurrente avec Thomas. Voilà, je vous dis une de nos private jokes. C'est de dire que Thomas Munier, en fait, c'est le gars qui a déjà théorisé ce que tu. J'ai un appel sur le côté, excusez-moi. C'est la personne qui a théorisé ce que tu étais en train de travailler, mais il y a 4 ans. Et c'est un peu ça des fois, voilà, que tu lui parles, il dit, ah oui, j'ai fait un article il y a C'est 4 parce ans que je viens de sur ce Turfu. sujet. Ah, c'est ça. Et en fait, la légitimité, là, c'est un gros débat actuellement. Il y a eu le podcast de KF et Eugénie et Céline dessus. Il y a eu Radio Rollist qui en a parlé. Il y a aussi Atlas qui a fait un live sur la question de la légitimité. On voit que c'est un gros morceau actuellement. Voilà, donc, c'était juste pour dire ça. Si tu l'acceptes, à part si tu as autre chose à préciser, en sachant que je vous lis dans le chat hein, si vous avez des questions. J'ai lu que qu'Influenza était considéré comme un jeu incroyable, etc. Vous inquiétez pas. Euh, je le dis à Thomas, ça lui fait plaisir. Mais moi, je vais revenir un peu sur donc la diversité au sein de ce que ton offre de Mmh, mmh mh. proposition de jeu et surtout en fait ta diversité au sein de ce qui est représentation et au sein de justement ce qu'est l'altérité, on va reboucler sur le thème de la cyberconf, Yes. où est la question de l'altérité dans ton travail, que ce soit en termes de mécanique de jeu, de représentation de minorités, et aussi de transformation de l'être. Parce que finalement, il y a beaucoup de ces questions de transformation de ton côté. Ouais, Mmh, mmh mh. je te laisse la main.
Ouais. Alors, je pensais que tu m'aurais demandé, mais du coup, je vais répondre sans que tu m'aies posé la question. Vas-y, je t'en Hem, prie. sur un point de vue, très, personnel, en termes d'identité, j'affecte beaucoup, une position neutre. Je dis j'affecte, parce que, comme je pense, j'imagine beaucoup de gens, je pourrais afficher certaines identités, marginalisées, qui sont les miennes en fait, même si je le montre pas. Mais je le fais pas pour, pas mal de raisons. La première, c'est que en réalité, ça pourrait me valoir des problèmes. Heu et puis, aussi, c'est parce que disons que j'ai choisi, de pas me mettre en avant là-dessus, en fait, sur mon identité, ou mes identités. Attention, c'est très important pour moi que les personnes puissent exprimer, leur identité au grand jour. Vraiment, c'est pas du tout un appel à ne pas le faire, quoi. Au contraire, voilà, c'est pas parce que moi j'ai pas forcément le courage ou que j'ai peut-être la flemme de le faire, ça veut pas dire que les autres doivent pas le faire. Au contraire, faites-le à fond, quoi. Mais disons que c'est pas ce que j'ai voulu mettre en avant, heu c'est plutôt à travers mon travail que je veux mettre en avant, bah, quelque part, on a on a des identités, voilà, personnelles qu'on montre, à travers nous-mêmes, quoi. Que ce soit, voilà, des inclinaisons, sexuelles, des inclinaisons de genre, des handicaps, des opinions politiques, religieuses, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et on a aussi, des identités, narratives, c'est-à-dire, bah, quand on produit de la narration, que tu sois, que tu écrives un jeu de rôle ou que tu y participes en tant que MJ, joueuse, tu vas développer en fait un univers narratif, qui va avoir sa propre identité, notamment à travers tous les personnages que tu vas incarner. Et du coup, pour moi, c'est vraiment, intéressant, jouissif, important, bah, voilà, de pouvoir, un jour je suis un homme, un jour je suis une femme, un jour je suis une personne non binaire, un jour je suis valide, un jour j'ai un handicap, un jour je suis neurotypique, un jour je suis neuroatypique, tu peux, comment tu peux faire partie de n'importe quelle ethnie, tu peux, être un animal, tu peux être un extraterrestre, et ça enfin, pour moi, c'est super Mmh. important justement d'avoir cette capacité de muer, en permanence, de jamais se fixer sur une forme et voilà, d'expérimenter à travers, une identité narrative. Et vraiment, je pense pas que ce soit, heu, purement, cosmétique ou que ce soit du tourisme d'identité. Je pense que c'est Mmh, bien vraiment, sûr. constituant de nous et que c'est important de faire cette démarche-là. Et du coup, l'idée, ça a été à travers effectivement, mes univers, bah, de mettre en avant pas mal d'identités, marginalisées. Là, il y a, une chose que je voudrais mettre en avant, je pense que ça illustrera, le mieux, c'est une table aléatoire de portraits donc qui est pour un de mes jeux, qui s'appelle Nervure, mais que j'utilise en fait, énormément. J'essaie de vous la trouver, la mettre dans le chat. Et du coup, Alors, tu une justement, ouais, vas-y, je attends, t'écoute. juste 2 secondes, je te coupe et je suis désolé. En fait, tu as iClass qui nous envoie des messages en fait, pour dire que tous les liens que tu as envie de mettre à disposition, Ouais. envoie-lui sur Discord, sur la discussion qu'on a, et comme ça, elle peut les remettre. Voilà, donc que Bah, ce soit parce le que lien de sinon je ton le mets sur site, Switch, de comme ton ça c'est Tipeee, tout de de suite ça. fait, quoi. Mais en OK. fait, le problème, c'est qu'ils n'apparaissent pas parce que tu n'es pas modo et on n'autorise pas les gens qui ne sont pas modo à envoyer des liens. Donc, si tu as vraiment envie d'envoyer Ah un OK, lien, OK, envoie très à bien. Atlas parce que sinon ça ne marchera pas. Ah Mais ouais, donc là je t'en prie, je j'envoie t'ai plein de coupé. liens et personne les voit, c'est ça? OK, ça roule. Ouais, bah, c'est un peu dommage, donc c'est pour ça que je me permets Yes. de te couper. Ouais, ouais, Mais très bien. je t'en prie. Mais Et donc juste pour dire, ouais. petite pique, Influenza, si je me trompe pas, mais c'est peut-être le cas dans d'autres jeux, c'est un des rares jeux où avoir un handicap, c'est considéré comme un avantage mécanique. Et ça, je Ouais, sais que tout à ça a fait, ouais. plu à plein de gens. Ça, je sais que ça, il y a plein de gens qui ont tiqué ça et que voilà, c'était un gros avantage de ce jeu par rapport à d'autres, quoi. Mais si tu veux, je te laisse développer ça. Bah, il y a pas grand chose de plus à dire, je trouvais ça,
En fait, Inforenza, ça a pas l'air comme ça, mais c'est pas mal inspiré des shonen et j'aime bien ce moment-là où, dans certains shonen où le personnage, il est à moitié à terre, tu sens qu'il va crever, tout ça, il a plus rien, plus de bras, plus de jambes, plus de nez et puis, il surmonte en fait ses forces et en fait de sa propre souffrance, il va dégager une force surhumaine qui va lui permettre de surmonter l'adversité et donc c'était un peu dans ce désir-là aussi de dire que, nos voilà, nos faiblesses, nos vulnérabilités, ben, quelque part, ça nous donne de la force, ça donne un sens à notre vie, ça va nous donner du courage, et hem et c'est des choses finalement alors après, bon, je suis peut-être pas la personne la plus concernée pour en parler, mais que c'est des choses qui, quelque part, qu'on peut réutiliser, à notre avantage, quoi. Oui et puis tout Mais simplement après c'est un artefact, mécanique pour les mettre en avant quoi, et puis pour bien montrer tout sûr. simplement de dire que c'est cool de jouer autour de ça, de pas avoir des héros et des héroïnes qui soient lisses, tout le temps valides, sans aucun problème, qui s'en sortent bien à chaque fois et donc là l'idée c'est que du coup, voilà si ton personnage il est dans la mise, finalement, bah, tu as des bonus, comme ça c'est intéressant de le mettre dans la mise quoi. Mais donc ouais, il y a tout un tas de bonnes raisons de pourquoi tu l'as fait, etc. Et je pense que ce serait, certains pourraient te le reprocher, mais en tout cas, je sais qu'il y a une communauté qui a bien aimé ton travail là-dessus. Donc, je Et c'est tiens à le cool. dire. Du coup, je regardais mon programme. Est-ce que tu veux parler de quelque chose de bien particulier avant qu'on enchaîne sur la suite? Non, non, vas-y déroule, pour le moment on est Ouais. pas mal là. Du coup, là, en fait, un truc qu'on a passé, mais que voilà, j'aimerais bien remettre en avant. On est à 36 minutes d'interview. Est-ce que c'est quoi le projet actuellement, s'il doit y en avoir peut-être un ou deux projets dans les mois à venir qui te tient à cœur et que tu aimerais vraiment mettre en avant? OK. Est-ce que je peux peut-être parler juste du dernier jeu que j'ai sorti peut-être, pour commencer? Ouais, tout à fait. OK. Vas-y. Bah, du coup là je viens juste de sortir un jeu, la semaine dernière je crois, enfin il y a vraiment pas longtemps, donc ça s'appelle, Psilozone. Donc, Psylo comme les, champignons, psilocybe et puis zone, bah, comme la zone du dehors par exemple. Et en fait, Psilozone, c'est encore un jeu Milvaux, c'est un jeu pour jouer des états de conscience altérés dans les tréfonds inextricables de Milvaux. Et donc, pour faire simple, c'est un jeu où on va jouer des voyages chamaniques, que ce soit par le biais de techniques mentales, type, la transe, que ce soit par le biais de techniques, chimiques, par exemple en prenant de l'ayahuasca ou on sait pas trop quoi, quelle substance quoi. Ou que ce soit par le biais, de techniques surnaturelles, c'est-à-dire concrètement s'enfoncer dans des paysages, dans des lieux de plus en plus astraux, magiques, hors du monde. Donc, ces 3 types de voyages chamaniques sont traités un peu de la même façon, quoi. Et heu et donc voilà, on joue une bande en fait de voyageurs chamaniques qui vont être, accompagnés par Passage, qui est une personne qui est censée, leur expliquer, comment ça marche, censée les guider. Après évidemment, il peut y avoir, divers, problèmes, hein, c'est pas le souci. Et la particularité de ce jeu, en plus de permettre, d'atteindre un certain état de transe, sans pour autant en prendre de substances, après vous pouvez en prendre si vous êtes libre, hein, enfin, en tout cas, c'est pas à moi de vous faire la morale. Et bien, La drogue, c'est mal, hein, attends. yes, tout à fait. C'est la structure du jeu, parce qu'au début, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais vraiment pas trop où j'allais, j'avais juste des idées, mais c'était, tu vois, c'était purement narratif, je savais pas trop comment mécaniser la chose, quoi. Puis de toute façon, je voulais pas une mécanique, trop lourde, genre, vas-y, jette un dé pour savoir si tu fais un bad trip, ça me semblait pas trop, convenir. Et puis du coup, ce qui est venu, au fur et à mesure et ça, c'est une façon d'écrire des jeux que je compte, peut-être développer aussi pour d'autres, enfin, c'est sûr que je le ferai de toute façon. Où en fait, c'est un guide, avec plusieurs étapes. Bon, bah, là, tu voyages à la recherche de Passage, ensuite tu vas rencontrer Passage, ensuite il y a les préliminaires, ben, au voyage chamanique, ensuite, on fait le 1er voyage chamanique, ainsi de suite et c'est ponctué par des choix dans des listes, par des questions un peu à la, Force de drama, pour la reine. Donc c'est des questions qui sont posées aux personnages auxquelles tu vas répondre, heu
Et puis, comme beaucoup de mes jeux actuellement, bah, ça renvoie vers plein de tables aléatoires qui peuvent venir d'anciens jeux. Donc on en avait pas parlé avant, mais cette idée qu'il y a plein de jeux dans Milvaux, en fait, ça commence un peu à s'estomper avec cette idée, un principe qui s'appelle les jeux cumulables, hein, qui est que, ouais, au final, il y a plein de jeux différents, mais en vrai, tu peux faire une campagne en les utilisant tous, comme ça, à chaque partie, tu vas changer d'ambiance. Et donc, Alors, attends, ouais, tant qu'à je faire, t'écoute. vu qu'on parle de ça, est-ce que tu peux envoyer le lien à Iclas sur Silozone? Parce que je pense Yes, qu'il y a yes, des gens du yes. coup qui sont tentés. Vas-y, je t'en prie, enchaîne. À voyager safe, hein, bien sûr, hein. OK, hop, tac. Et donc voilà, ça moi, grosso modo, c'est pas forcément moi qui ai inventé cette façon de créer des jeux. J'aime bien les jeux, un peu procéduraux tels que, Mobile Firebrands ou, The King is Dead là des époux, Baker. Ou voilà, ou alors encore Esprit Tueur, pareil, toujours des Baker, où tu vas suivre une procédure, c'est vraiment tu es quasiment plug and play, en tout cas, tu es vraiment pris par la main. Si ça fait longtemps que tu as pas lu le bouquin, c'est pas très grave, tu suis les étapes, tu es vraiment, déchargé de ça. C'est quelque chose que j'aime bien actuellement et je vais en faire d'autres sous cette forme-là, toujours dans un esprit d'augmenter un peu l'accessibilité des jeux, quoi. Le Roi est mort qui existe en une version traduite par Kelren qui est Ah, dans les stands de la Cyberconv. Si vous êtes tenté, big n'hésitez up. pas à lui envoyer des messages. En parlant de Cyberconv, tu as également un atelier Oui, bientôt tout à fait, sur. tout à fait. Voilà, donc dans les actus chaudes, on pourrait parler de ça par exemple. Yes, ouais, ouais, ouais. Donc c'est demain de 9 heures à 11 heures et l'atelier s'appelle sobrement, Twistez vos créations. Alors c'est très informel, hein. Grosso modo, l'idée c'est que, vous venez avec un de vos projets en cours. Ça peut être, bon, faut que ce soit une création, mais après ça peut être, un peu n'importe quoi, ça peut être évidemment autour du jeu de rôle, donc que ce soit jeu, scénario, même, création de personnages, mais ça peut être quelque chose, autour d'un autre média. Voilà, il faut juste qu'il y ait un petit côté narratif, quoi. Et en fait, ensemble, on réfléchit à comment on peut, rendre le truc un peu plus original, un peu plus bizarre, je sais pas moi, comment faire pour que tous les personnages soient non binaires ou enfin n'importe quoi. Enfin, voilà, généralement, j'ai tendance à démarrer comme ça sur: «Ah oui, mais tu as fait tel personnage, il est valide, est-ce que ça pourrait pas être intéressant qu'il soit handicapé?» ou ceci ou cela, ou là, tu as mis un homme, peut-être que ça peut être une femme ou l'inverse. Mais après, l'idée, c'est de pousser les potards à fond et puis de transformer plein de trucs en disant: «Ouais, on garde l'histoire, mais le décorum, on va tout changer et on va voir à quel point ça peut rendre l'histoire plus intéressante, plus percutante». Après, ça reste un atelier, ça veut dire qu'il faut s'autoriser à faire toutes les transformations possibles. Puis, bah, une fois que vous êtes rentré chez vous, vous pouvez, repartir de zéro si vous voulez. Enfin, c'est le but d'un atelier, de toute façon, c'est de se lâcher, quitte à ce que le bébé soit plus du tout reconnaissable à la fin, quoi. Monsieur Tholomyès, j'ai l'impression d'être Michel Drucker quand je dis ça. Euh, je remarque que ça soit voulu ou pas, et je vais te poser la question, tu casses les codes du jeu de rôle et de la fiction présente en France de manière générale. Euh, Est-ce que c'est une volonté? Je sais que tu parles souvent d'avant-garde, justement, dans la théorie du jeu de rôle, dans les mécaniques de game design, etc. Est-ce que c'est une volonté pour toi d'essayer de chercher le cassage de code, ou est-ce que tu essayes d'explorer plutôt des choses qu'on ne fait pas, mais si ça casse les codes ou pas, c'est pas forcément la question pour toi? Ouais, je pense qu'évidemment, l'ambition d'être un sale gosse, et puis de faire des trucs, D'être un voilà, punk. voilà, c'est ça, et de mettre le dé, là où la main de l'homme n'a jamais mis, le pied, quoi. Évidemment, je te cacherai pas que c'est bien sûr une motivation. Ouais. Après, c'est pas si calculé que ça, c'est souvent, bah, disons, moi je suis un peu accro à internet et j'aime bien voir un peu toutes les tendances qu'il y a et tout, et souvent, en vrai,
Ouais, c'est plus un travail de fan, c'est-à-dire que je vais voir des gens qui développent une scène, heu, qui développent une nouvelle façon de enfin, un truc qui me semble nouveau à moi, quoi et puis je vais dire: «Ah ouais, c'est trop cool ce qu'ils font, je vais faire la même chose», quoi. Donc en fait, c'est plus de l'éclectisme que l'innovation, quoi, mais pour te montrer à quel point des fois c'est même ridicule, ma démarche, bah, par exemple, il y a un moment, les gens se sont mis à parler du Freak Rick Pig, revival là. Il y J'allais avait en parler. une francophone, Wizard Lizard, qui s'est mis à beaucoup à faire la promotion de cette façon de jouer, de façon assez claire, assez didactique, donc bon, pour ceux qui connaissent pas, le Freak Rick Pig revival, en fait, c'est une façon de jouer qui est inspirée des jeux d'aventure qui existaient avant Donjons& et Dragons, donc qui étaient essentiellement, des wargames, mais en mode, il y a quasiment pas de règles, les règles sont inventées au fur et à mesure, mais apparemment il y avait déjà des wargames avec, tu avais juste un personnage, ou en tout cas, certains personnages étaient très mis en avant par rapport, au bataillon, quoi et donc le principe du Freak Rick c'est, bah, grosso modo, c'est on joue sans règles, ou on va utiliser un bouquin de règles, par exemple, Shadowrun, mais en fait, on n'utilise pas les règles, on utilise juste le lore, quoi, et on la façon, et par contre, pour tout ce qui est règles, c'est en mode: «Vas-y, jette un D10, je te dirai si tu as réussi», quoi et du coup, bah, vraiment, j'ai appris l'existence de ce truc-là. Une semaine après, j'avais sorti un jeu Milvaux, qui était inspiré de ça, quoi. Donc c'est vraiment c'est ridicule, hein, Comme quoi, j'admets. il y en a pour tous les goûts. Alors, j'avais parlé de ça. Il y a aussi donc Psilozone. Je crois que ça vient d'un questionnement de la part de gens dans des courants alternatifs qui t'avaient donné peut-être envie Ça venait d'où justement la création de Psilozone à la base? Ah non, non, C'était ça vient que peut-être autre chose. j'avais mangé trop de chocolat, j'étais complètement défoncé et puis c'est du coup, je me suis dit: «Faut que je fasse un truc, sur les états de conscience», ouais. Ouais, alors, j'ai le soleil breton qui vient sur moi, donc vous étonnez pas si et comme beaucoup de rôlistes, tu vois, je suis un peu un vampire, donc j'ai la peau très pâle, donc vous étonnez pas si il y a trop de soleil. Euh, Moi, j'aimerais revenir sur le fait aussi que tu es quelqu'un qui déborde d'idées et que des fois, il faut faire des choix. Et c'est une grosse thématique que tu as. Par exemple, de Mmh. dire, je vais essayer de limiter ma création de jeu pour avancer que ceux que j'ai déjà en projet. J'ai plein d'articles C'est très, que j'ai très dur. envie de faire exister. Bah oui, mais voilà, mais c'est parce que toi, t'es un créatif au sens Mmh, mmh mh. premier du terme, c'est-à-dire que tu as beaucoup d'idées de création, etc. Ben voilà, je te passe la main, Ouais, je ouais. te passe la patate chaude sur ce sujet. Ouais, tout à fait. Bah, disons que j'ai une pensée arborescente, mais vraiment, très arborescente, trop arborescente, quoi et donc j'ai beaucoup d'idées, beaucoup plus, que je suis capable d'en traiter en réalité, quoi. Donc c'est quelque chose que j'essaie de dompter depuis longtemps, clairement sans y arriver, hein, il faut être très honnête, hein. Et notamment, bah, grosso modo, ma rune de pour ceux qui connaissent Sens Renaissance, ma rune de chaos est très, 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 très forte, très, très élevée et notamment, j'essaie de vous retrouver, mais je me suis énormément intéressé à tout ce qui est ah bah, super, je l'ai juste devant sous les yeux, je m'étais à Atlas. Yes, hem j'ai beaucoup bossé sur la méthodologie, et donc j'ai notamment, un tableau de bord Excel qui est inspiré de la méthode, Getting Things Done pour celles et ceux qui connaissent, donc qui est une méthode pour créer des to-do list, mais vraiment efficace, quoi. Après bon, moi, du coup, j'ai une to-do list, avec 11 000 entrées. Voilà, c'est pour vous donner une Ouais, petite idée alors, de voilà, du foisonnement. je confirme, je valide ça, hein, c'est pas des blagues, il y a vraiment des milliers d'entrées dans un tableur Excel, quoi. Voilà. Après l'avantage, cette méthode, c'est que ça me permet d'un peu de calmer mes angoisses tout simplement. C'est-à-dire que bon, bah, les idées que j'ai pas le temps de les mettre en place, mais elles sont notées quelque part, quoi et quand je dois me mettre au turbin, quand voilà, quand à un moment j'arrive à trouver le focus et à finir un truc, eh bien tout est déjà dispo de façon très prédigérée dans mon tableau de bord, quoi. J'ai plus qu'à filtrer, et puis, je peux sortir, assez vite des documents, assez poussés et c'est même le après, il y a aussi le problème des fois, c'est que,
là, en ce moment, par exemple, je suis en train de travailler sur Marche-Branche parce qu'on parlait de gros projets en cours. Donc, le gros projet en cours, c'est Alors, Marche-Branche. n'hésite pas à rappeler qu'est-ce que Marche-Branche pour Ouais, les gens, ouais, ouais, ouais. sachant que c'est un jeu que tu veux sortir dans les voilà Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. il n'y a pas de Voilà, date, mais il n'y a pas de date. c'est un sujet récurrent de travail en tout cas je Voilà, sais donc c'est un truc qui avance quoi. c'est la priorité du moment. On avance Voilà. dessus. Et donc Marche-Branche, c'est un jeu dans l'univers de Milvaux et pas dans l'univers de Milvaux en même temps. Je l'ai mis. Hem Et grosso modo, je vais recopier tous les liens là pour Atlas. Touc, 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 touc. En fait, on va jouer, c'est dans un monde médiéval fantastique qui ressemble à Milvaux, quoi. Grosso modo, il y a un ancien empire qui s'est écroulé, il y a de la forêt partout, quoi. Mais c'est plus ambiance Miyazaki, donc c'est du médiéval, poétique. Et on joue, je sais plus c'est quoi la tagline, mais grosso modo, on va jouer des aventures initiatiques, voilà, des aventures initiatiques dans un monde de forêt en clair-obscur. En termes de game design, c'est, de l'OSR, mais plutôt de la vague, donc de l'old school, mais plutôt de la vague, Sword Dream. Donc Sword Dream, c'est, plutôt, on va dire, de l'old school positif, qui met pas uniquement l'accent sur les combats, mais aussi tous les sur les sentiments, les émotions, le care, les drames aussi, hein. Enfin, en tout cas, moi, je mets du drame, hein, je peux pas m'en empêcher. Et bah, par exemple, Marche-Branche, c'est clairement typique de ce phénomène de tableau de bord, quoi. C'est-à-dire que dans le bouquin, il y a plein d'idées. En plus, effectivement, moi, je suis pas trop, système de Matter, je suis plutôt player de Matter, donc j'aime bien présenter, plein d'options aux joueuses, dire: «Ouais, tu peux faire comme ça, mais si tu veux, tu peux faire comme ça, puis, oh, puis si tu Est-ce que veux, tu peux puis encore cette expliquer du cinquième coup méthode». ce que c'est à peu Ouais. près le player does matter du coup? Pour Bah, revenir dessus? Player Does Matter, c'est un peu, alors clairement c'est mettre un mot sur quelque chose qui est pratiqué par plein de gens, hein, bien sûr, hein. C'est un peu en réaction, si tu veux, au système Does Matter. Donc système Does Matter, c'était une théorie de la forge, comme quoi, bah, quand même, les règles, c'est important, quoi. Il faut pas les ignorer, les défausser, tout ça. Et puis clairement, une bonne partie de jeu de rôle, ça repose avant tout sur des bonnes règles, et des bonnes règles, faut comprendre que des bonnes règles, c'est des choses très cadrées avec une procédure qui est toujours la même, quoi, et sur lequel on transige pas trop. Et en fait, le player does matter, bah, c'est un peu la scène, «opposée» entre guillemets, qui est que, bah, non, en fait, les jeux sont au service de nos expériences et non pas l'inverse. On n'est pas au service du jeu, quoi. Et donc, si on a besoin de péter un jeu pour que notre expérience s'en trouve améliorée, on va pas se gêner pour le faire. Et donc, bah, on a tout ce qu'on voilà, on dès que tu commences à bidouiller dans des systèmes, dès que tu commences à importer des techniques, des pratiques, d'autres systèmes, ça permet plein de trucs, ça permet de jouer à des, bah, vraiment, les nanogames pourraient pas certainement pas exister sans le player does matter, parce que quand tu as un jeu en une page, en fait, quand tu regardes bien, il manque énormément de choses pour jouer, quoi. Et ça se repose uniquement sur la culture des joueuses, quoi, qui vont bouger les trous, Est-ce quoi. que ça se rapproche d'une certaine façon à à la compensation de Frédéric Santès? Voilà, tu vois, je cale ça pour Ouais, tout à montrer que fait. j'avais pas Oui, une oui, notion. c'est ça. C'est exactement la même chose. Après, compensation, c'est vu sous l'angle du game designer, donc c'est censé être un C'est problème. C'est-à-dire durant quand la les joueux partie aussi. voilà. Quand les joueuses compensent les défauts de tes règles pour bien jouer, c'est vu comme un problème, mais c'est un problème uniquement si tu as un logiciel mental, système does matter. Si tu as un logiciel, player does matter, à la limite, tu en as rien à faire que le jeu soit, bien gaulé, mal gaulé et tout. Toi, de toute façon, tu vas faire ta soupe, quoi. Et pour le coup, après, quand tu es player does matter, je pense qu'il y a une certaine catégorie de jeux qui va t'intéresser. C'est des jeux qui sont un peu plus malléables, modulables et tout. Donc, bah, concrètement, des boîtes à outils sont sûrement plus intéressantes pour des personnes qui sont, de type, player does matter. Après, le problème, c'est ce que je voulais aborder, c'est que c'est en fait, en vrai, c'est compliqué de faire une boîte à outils, une bonne boîte à outils, parce qu'il faut présenter un certain nombre d'options, mais il faut pas non plus en présenter trop pour pas noyer, donc il faut réussir à faire un tri. Il faut aussi faire énormément confiance, aux joueuses. Par exemple, dans ta rédaction, bah, une règle, tu pourrais l'écrire en 3 lignes, mais si tu l'écris en une ligne, et ben, ça laisse plus de marge de manœuvre à la joueuse. Pareil pour tout ce qui est l'univers, quoi,
Il nous reste 7 minutes, Thomas, Yes. même peut-être plutôt 6. Du coup, en 6 minutes, il faut qu'on réussisse pendant à peu près 2 minutes, 4 minutes, à parler du coup en parlant du sujet, à parler du bac à sable du quotidien et du haut potentiel ludique, parce que c'est un peu les thèmes dont tu parles justement. Ok. Ouais, Donc ouais. laisser faire les joueuses, écrire peu pour avoir beaucoup de ressorts de jeu et créer un outil bac à sable. Donc, je te Mhm. laisse dire un peu qu'est-ce que tu as fait avec ça. Je sais que Ouais, tu as fait ouais, ouais. une campagne qui s'appelle la Cour Cordel qui en parle. Donc, je t'en prie. Ouais, tout à fait. Donc, rapidement, le bac à sable quotidien, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de jouer qui a été développée par, d'abord, historiquement, je dirais par Valentin T, puis après il y a Manon et Simon Lee qui ont emboîté le pas, puis bon, bah, maintenant ils sont un certain nombre à faire ça, quoi. On peut trouver des formes historiques, hein, des choses qui s'en rapprochaient sans être exactement ça, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais grosso modo, un bac à sable du quotidien, c'est, bah, tout le monde connaît les bacs à sable en jeu de rôle, donc c'est une zone de jeu, relativement restreinte, plutôt un huis clos par exemple, un campus d'université pour donner un exemple. La cour Corbel, ben, c'est la cour des nobles, corbeaux, hein, dans le jeu La cour Corbel de bac à sable que je suis en train de faire, hein. Et cette zone, elle est assez restreinte et l'idée, c'est qu'elle soit, vraiment beaucoup décrite. C'est assez faut que ce soit très précis. On sait ce qu'on va trouver dans les endroits, on sait à quoi s'occupent, les PNJ, quelles sont leurs préoccupations, quels sont leurs agendas, quel est leur quotidien en fait, qu'est-ce qu'ils font de leur journée, ou à quel endroit on est susceptible de les croiser, à quel moment. Et l'idée, c'est que derrière, là-dedans, on va balancer des personnages joueurs qui sont des naïfs, c'est-à-dire souvent des personnes qui viennent d'ailleurs, quoi, et à qui on va laisser énormément de liberté, d'aller et venir dans l'endroit, sans leur donner beaucoup d'obligations, quoi. Et ça veut dire que c'est essentiellement le regard de la joueuse, l'intérêt de la joueuse qui va façonner l'expérience. C'est-à-dire, on va jouer uniquement ce qui intéresse les joueuses et là où elles vont aller, quoi. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on a cette agentivité qui est assez grande, assez importante. Mais pour autant, c'est un jeu où le MJ parle, en tout cas quand c'est moi qui fais, c'est un jeu où le MJ parle beaucoup parce que du coup, c'est vraiment un jeu, coffre à bijoux. Tu vas rentrer dans une pièce et là, blam, il y a la méga description de 20 Ah ouais, minutes. mais c'est beaucoup de travail. Ouais, j'ai joué à ça, donc je vois tout à fait ce dont tu parles. Il nous reste 4 minutes, Thomas. Yes. Attention, même pas 5 minutes. Enfin, non, Bah, pardon, on peut 3 peut-être parler minutes. du potentiel ludique, hein. Ouais, alors est-ce que tu peux le faire en 1 à 2 minutes? Parce que comme ça, après, j'enchaîne sur les grosses annonces de fin. OK, c'est chaud, c'est très, très chaud. Bon, rapidement, alors du coup, très, très rapidement, juste pour qu'on coche la case, le haut potentiel ludique, donc c'est un concept, d'Acritarch. C'est l'idée, c'est une façon de rédiger des jeux, des scénarios, même des personnages, heu, où, l'information est très condensée, très très très, très succincte, et on va énormément se concentrer sur ce qui, fournit des jeux. Donc par exemple, des gobelins, ce qui est intéressant, c'est de savoir, qu'ils vont attaquer en embuscade, et qu'ils sont capables de voler plein de matériel pendant le combat. On n'a rien à voir de leur culture, leur description, leur histoire, ça c'est pas intéressant dans le cadre du haut potentiel ludique, on va pas en parler. Et du coup, ça veut dire qu'on laisse beaucoup de marge d'interprétation, d'improvisation, à la table pour ces aspects-là qui sont pas abordés, nous, on se concentre sur, vraiment ce qui va fournir du jeu, parce qu'on estime que finalement, c'est ça qui va nous occuper le plus longtemps, qui va après c'est une scène ludique, hein, c'est pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise, énormément, du coup, pour faire des jeux ou avec finalement très peu par exemple, l'Essente, c'est un jeu de grandeur nature qui est vraiment à haut potentiel ludique où, tu crées ton personnage en tirant un petit deck de cartes, qui en fait, c'est essentiellement les objectifs de ton personnage. Il y a pas le PG, ce genre de choses, comment est censé se comporter ton personnage. Non, non, c'est juste, ses objectifs, qu'est-ce qu'il doit faire et tout. On est vraiment sur le ludique, à 100, et Hmm. ça, c'est quelque chose que j'essaie de développer, au plus possible. Je crois que le truc le plus abouti, c'est Echevel
Écheveuil. C'est un carnet de personnages et de lieux où en fait ils sont décrits vraiment en quelques mots et vraiment que des trucs voilà, ludiquement assez explosifs. La cour Corbel fonctionne comme ça en fait. Et en fait, tous les personnages et les lieux vont être interconnectés, donc tu as un côté un peu hypertexte dans le carnet qui permet de, voilà, d'explorer comme ça facilement, sans forcément avoir lu ou beaucoup lu au préalable, quoi. Il nous reste 1 minute, Thomas. Ça, on a Sur l'antenne. réussi. Voilà. Donc, je tiens à dire donc, le haut potentiel ludique, écrire peu pour jouer beaucoup. Moi, ce que je conseille très fortement aux gens, c'est les tops de Thomas Munier, parce que sur son blog, vous trouverez les tops des actual plays, le top des articles de théorie qu'il a fait, etc. Donc, il a fait un travail de synthèse, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Maintenant que l'interview est bientôt finie, je vous rappelle qu'on a un bundle caritatif avec une quarantaine de jeux et ça va augmenter. Donc, n'hésitez pas. On a aussi un giveaway donc sur les réseaux sociaux et sur ce Twitch. Donc, je rappellerai, enfin, le staff vous rappellera un peu comment ça marche. Et du coup, on arrive à la fin. Je regarde si Atlas m'envoie des messages. Sinon, donc, pour préciser, la prochaine activité de la diffusion, c'est la tournée des stands, où il y a donc une partie des gens qui tiennent un stand qui viennent vous raconter un peu comment ça se passe de leur côté, voilà, qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils mettent en avant. Il y a beaucoup de choses différentes et c'est vachement intéressant. Est-ce que tu peux rappeler, Thomas, les horaires de ton activité qui va avoir lieu demain, si je ne me trompe pas? De 9h à 11h. Voilà, donc il faut se lever tôt, mais Voilà. je pense Et que vous me retrouvez tout à l'heure ça à, va à le coup. 17h pour la table ronde jouer autrement. Oui, tout à fait. Avec qui d'autre, du coup? Est-ce que tu te souviens Avec des gens? Simon Lee et Jason Pitre et le modérateur c'est Erwick. Voilà, Voilà, que du donc gratin, quoi. n'hésitez pas. Et à Atlas, voilà, donc on dit au revoir. Merci beaucoup, Thomas Salut, Munier, salut, d'être messieurs, mesdames, passé. personnes non binaires. Salut, salut. Et plein de bisous. Voilà. Ciao.